Alors, nous avons le grand plaisir de vous présenter et d'accompagner à cette table, donc Clara Beaufartig et Joyce Orban. Nous allons faire court pour ne pas empiéter sur le temps d'échange avec la salle, mais nous tenons tout de même à vous expliciter un peu notre choix, notre entrée des artistes. Mais avant de démarrer, je vais vous présenter donc à cette table aussi Cécile Nefati, qui est psychologue en psychiatrie adulte. Et Pauline Lemaitre, qui est psychologue auprès d'enfants et d'adolescents dans le médico-social. Alors, la question de l'entrée des artistes dans notre forum ne faisait pas trop débat, l'art constituant pour nous une des voies de résistance. Plus encore, le processus créatif nous permettant, comme le déploie Cynthia Fleury dans son livre Sigil amer, de sortir de l'inertie du ressentiment. Je vais la citer. Il est sans doute plus aisé, disons plus évident pour l'artiste, de sublimer le tragique. Le défi apparaît plus compliqué pour le non-artiste, celui qui n'a pas de la sublimation un quasi-réflexe technique et méthodologique. Il lui faut alors expérimenter la voix artiste de lui-même, la sienne propre, qui ne fera pas nécessairement œuvre littéraire ou artistique, mais qui relève du même procédé libidinal et d'investissement du monde, et d'une même aptitude à saisir le tragique, tout en tenant à distance son possible venin. Alors, il ne nous restait plus qu'à suivre l'artiste. Mais nous avions aussi envie de croiser les regards artistiques, articuler les lieux, faire discuter les points de vue, pour nous, autant de possible pour ne plus rester spectateurs du désespoir, comme le disait Hayam en 1997 dans sa chanson « Né sous la même étoile ». Des possibles pour que les cages d'acier et les cages dorées n'agissent plus à leur aise. Ne plus rester spectateurs du désespoir, mais plutôt continuer à espérer dans le monde. Et il se trouve que Joy et Clara, par leur curiosité sur nos lieux de soins, eh bien, ont piqué la nôtre. À les lire, à les regarder, nos lieux de soins devenaient poétiques. Et le temps long, ce temps de l'élaboration, reprenait corps et importance. Alors, Joy, vous êtes écrivain, plutôt de romans, même s'ils ont pour ceux que j'ai lus une dimension très clinique, comme souvent en littérature. Mais disons que vous êtes avant tout écrivaine de fiction. Pour le livre qui nous a amené à vous inviter, le livre À la folie, que je recommande vivement, c'est un peu différent. Comme pour d'autres écrits, vous avez utilisé un procédé qui a consisté à venir pendant 1 an, tous les mercredis, dans un service de psychiatrie adulte, à vous imbiber de l'ambiance, à écouter les différents protagonistes, patients comme soignants, et vous en avez tiré un écrit qui n'est pas une fiction, qui est une description sans morale, sans jugement, mais diablement bien écrit et documenté. En le lisant, je me suis crue dans mon service, et j'ai entendu d'autres personnes le dire ici, et je me suis dit que cette lecture devrait être obligatoire dans toutes les facs et les écoles de psycho. Nous allons parler de ce livre, À la folie donc, mais je ne peux résister à l'envie de dire un mot de votre dernier ouvrage, qui s'appelle Le Témoin. Même procédé, 1 an, tous les mercredis, dans un palais de justice. Là, vous introduisez un personnage de fiction qui littéralement se fond dans le décor, qui vous permet peut-être d'en dire un peu plus sur ce que vous en pensez. C'est un mélange entre le roman et la description méthodique du quotidien de la justice de notre pays, et c'est à lire. Et si j'en parle, c'est aussi parce que demain nous avons une table ronde psychiatrie-justice et que cette question des liens parfois incestueux entre la psychiatrie et la justice est au fondement de la psychiatrie, presque son péché originel. Du moins sa question préliminaire selon moi. Faut-il prioriser la défense de la société ou le soin des patients? Au passage, vous taclez un peu l'expertise et j'avoue que ça m'a procuré un certain plaisir. Je crois que quiconque passe devant un expert psychiatre ou psychologue en ressort, sinon pervers narcissique, du moins avec une faille psychologique quelque part. C'est parfois assez bouffonnesque ce recours à la justice de la vérité expertale. Clara est réalisatrice et après Tempête sous un crâne qu'elle a fait en 2012, en tout cas sortie en 2012,
c'est ça. Elle nous amène avec Louis Etu dans les méandres d'un service, le CMPP Claude Bernard, mais aussi dans les méandres de la relation de soins et ceux de la temporalité psychique. Le travail sur ce projet a commencé en 2016. Les repérages, l'écriture et la préparation ont duré 2 ans, mais on précisera s'il y a besoin. Clara assistera d'abord aux réunions d'équipe pendant un certain temps avant d'aller dans certaines séances de soins. Le tournage va durer 15 mois, avec une interruption, le confinement, au milieu de... C'est après le confinement? Après. Il faudra encore 6 mois pour le montage et les finitions. Donc 5 ans de travail pour une sortie enfin du film début 2023. Donc Louis Etu, un film mettant la relation, les liens au cœur du soin psychique. L'œuvre, nous dit Cynthia Fleury, crée l'air, l'ouverture, la fenêtre. Elle crée l'échappée à laquelle on ne résistera pas tant elle semble naturelle. Faite pour soi, dynamique pour exister, elle est vie dans sa pureté vitaliste. Alors merci à Joy et Clara d'accepter d'ouvrir ce matin les fenêtres. Si nous avons eu cette idée saugrenue de vous réunir pour discuter, c'est que nous avons trouvé quelque chose de similaire dans vos œuvres. Il s'agit de 2 supports artistiques différents et de 2 cliniques différentes. Mais vous avez toutes les 2 cette humilité de savoir prendre le temps, de ne chercher ni le sensationnel ni le croustillant, de vous fondre. Cette notion de temporalité nous est précieuse à l'heure où l'on nous demande de soigner vite fait bien fait et de renvoyer le sujet à sa responsabilité s'il ne veut pas se soumettre aux techniques innovantes et efficaces. Alors pour lancer le débat, la conversation, je vais vous poser la question fondamentale à toujours se poser selon Jean Houry. Mesdames, qu'est-ce que vous êtes allées foutre là? Bon, alors je commence. Alors, qu'est-ce que je suis allée foutre là? Ben, déjà, j'avais passé l'âge d'être reçue en CMPP, donc c'est à peu près la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir y passer du temps. Bon voilà, c'est une boutade, ou pas d'ailleurs, mais... alors de quoi c'est parti? Tu l'as dit, j'ai sorti un film au cinéma en 2012 qui s'appelait Tempête sous un crâne, dans lequel je m'intéressais à la question de la transmission des savoirs et au-delà de ça, de tout un rapport au monde à l'école. Mais donc où je m'intéressais aussi à la question de l'enfance, de grandir, comment on grandit, comment on se construit, mais depuis un autre endroit que celui de Louis Etu. Il se trouve que l'équipe du Centre Claude Bernard que j'ai filmé dans Louis Etu a découvert le film en salle et qu'ils m'ont contacté plusieurs mois après sa sortie, quand il n'était plus en salle, pour me demander s'ils pouvaient s'appuyer sur des séquences du film et les projeter dans leur colloque annuel pour discuter. Je n'avais jamais entendu parler d'un CMPP, je ne connaissais absolument rien aux soins psychiques, encore moins pour les enfants et les adolescents, et je ne connaissais pas le Centre Claude Bernard, mais on m'a dit, le travail qu'ils font est absolument formidable, tu devrais dire oui. Et donc j'ai été invitée à cette table ronde, j'ai vu les séquences de mon film projetées, je les ai entendues en parler, et j'ai eu l'impression de voir un autre film. Voilà, donc c'est un beau point de départ. Alors en quoi ça m'a rencontré, leur regard, là où il m'a vraiment touchée et surprise, c'est sur le regard qu'ils portaient sur la difficulté, voire les échecs des enfants que j'avais pu filmer pour certains, et comment en fait ces difficultés, ces échecs avaient un sens, voire même pouvaient avoir une fonction positive, motrice. En fait, ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique, absolument formidable. Ça a sûrement résonné avec quelque chose qui n'était pas conscient chez moi, mais qui a beaucoup aiguisé ma curiosité. Et je suis donc allée timidement, plusieurs mois plus tard, frapper à leur porte en leur disant je crois que j'ai un film à faire à partir de ce que vous faites, et pourtant je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ça a commencé comme ça. Et là, je me suis immergée dans les réunions de synthèse. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, il y en a 6 par semaine dans cette institution. Et j'ai entendu toutes ces réunions, j'entendais les soignants penser ensemble, hein, c'est le mot qui me vient. Alors moi, ma manière de travailler, c'est que je ne pose pas beaucoup de questions. J'accepte de me perdre, d'errer un peu, de ne pas tout comprendre. Je préfère comprendre une fois que j'ai ressenti. Voilà, donc je me suis laissée envahir par beaucoup d'émotions, parce que évidemment tout ce qui était discuté dans ces endroits-là était souvent très bouleversant.
Et en même temps, c'était pas forcément rationnel. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans cet état-là, mais j'ai assez vite compris que j'étais touchée parce que finalement, ça allait me chercher à différents endroits de ma personne, à la fois dans l'enfant que j'étais, dans la mère que je suis. Je pense à mes parents, je me retrouvais à une place de tiers. Et en fait, toutes ces places m'ont permis de me rendre compte à quel point j'étais concernée par la souffrance de tous. Et je me retrouvais voilà, dans tout le monde, je me projetais dans tout le monde. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est un lieu formidable pour faire un film autour des liens, de la question des liens, et notamment des liens familiaux et la façon dont on se construit en interaction avec son environnement. À ce moment-là, je crois que je n'avais pas encore compris à quel point l'approche clinique était une clinique du lien qui est pratiquée donc, dans cette institution, mais je l'avais sûrement suffisamment senti pour penser déjà le projet et le construire comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est un début. Bonjour à tous. Donc cette question de qu'est-ce que je suis allée foutre là-bas, on me l'a souvent posée en me disant mais quelle idée d'aller s'enfermer dans un service psychiatrique, en plus un service psychiatrique fermé pour le coup, avec que des patients hospitalisés sous contrainte, des souffrances très, très lourdes, des séjours très longs, les difficultés que vous connaissez bien mieux que moi. Alors j'ai plusieurs réponses à ça. Souvent on me disait pourquoi tu t'es infligé ça, le mot revenait. Alors la première réponse que je peux donner, c'est qu'il me semble qu'il y a des liens extrêmement forts entre la littérature et la psychiatrie d'une part, et entre la littérature et la folie d'autre part. Ça me semble. J'ai l'impression que c'était pour moi le sujet évident pour la littérature, pour la création littéraire, et peut-être aussi pour le cinéma, on en parlera. D'abord le lien avec le soin, plutôt qu'avec la psychiatrie d'ailleurs, je me reprends. Il me semble que les vertus essentielles du soin sont les vertus essentielles de la littérature et sans doute de toute création et sans doute justement aussi du cinéma, c'est-à-dire d'abord la patience, l'attention, la bienveillance, la suspension du jugement, l'empathie, le silence de l'observation. Voilà, toutes ces vertus qui me semblent être celles de l'écriture, en tout cas celles que je veux pratiquer. Et en premier lieu, la patience, la création, c'est d'abord une espèce de résistance précisément à la durée quotidienne, au temps de nos vies quotidiennes, de nos vies institutionnalisées, de nos vies voilà, professionnelles, familiales, sociales. Cette espèce de manière de prendre à rebours le temps social, à la fois dans le soin, surtout tel que vous pratiquez, vous, et dans la création, me semblait être un point de rencontre vraiment essentiel. Pour moi, il y a une espèce de parenté très forte à cet endroit-là. Et je dirais que le lien avec la folie me semblait aussi très très évident. D'abord parce que il me semble que la littérature, et une fois de plus je dis la littérature, mais je devrais dire la création, est une sortie hors de la norme. Voilà. La création n'a de sens que si elle s'écarte de la norme, et la parole littéraire n'a de sens que si elle s'écarte précisément de toutes les paroles normatives, c'est-à-dire les paroles de la parole politique en premier lieu, la parole de la communication, du marketing, les paroles de l'ordre et de l'autorité de manière générale, qui peut être justement la parole médicale, la parole judiciaire, la parole des institutions. Voilà. Donc déjà cette sortie hors de la norme et cette invention d'une langue justement qui vient éroder la parole de la norme me semble être un autre point commun voilà, entre la parole de le discours produit par la folie, l'invention d'une autre langue. Voilà. Donc il y a cette question de la norme et puis il y a cette question évidemment on pourrait dire du dégondage du langage. Voilà, la création poétique est une manière de dégonder le langage et moi j'ai beaucoup entendu pendant mon année d'immersion justement des patients qui pratiquaient ce dégondage de la parole. Voilà, donc là, ça ce serait ma première réponse, c'est-à-dire comme une espèce d'évidence pour moi de faire ce travail.
La deuxième réponse, qui est peut-être un peu plus personnelle, enfin pas personnelle au sens où, ouais, comme Clara, je n'avais jamais mis les pieds dans un lieu de soins, je n'ai pas d'histoire personnelle avec cette affaire, ça ne m'a pas affectée. Mais en revanche, je considère que l'écriture est précisément un moyen d'être affecté. Et tu disais tout à l'heure, Clara, que toi tu veux être affecté avant de penser, et c'est exactement, je me retrouve totalement dans ce que tu as dit. Mon projet était précisément d'être affecté pour pouvoir penser. J'avais aussi envie de penser la question du soin et de la psychiatrie, que j'avais abordé en fait de manière très théorique, parce qu'il se trouve que j'ai fait des études de philo et que donc j'ai lu jeune Foucault, Deleuze, Guattari. C'est comme ça que je suis rentrée de manière purement intellectuelle dans cette question-là qui m'intéressait en réalité depuis toujours, mais pour des questions intellectuelles. Donc j'avais envie de la penser autrement, c'est-à-dire par le biais de cet affect. Et donc l'immersion, la vie partagée avec les patients et les soignants me permettait d'être affectée, d'abord pour ma vie personnelle, hein, en dehors du fait que j'écris, en tant que, même pas citoyenne, en tant qu'individu. Je cherche à être affectée, mais il se trouve que c'est aussi un moteur de l'écriture. On pourrait dire ma libido littéraire, parce que le terme libido, libidinal est un terme que vous employez sans doute dans vos réflexions. Et l'autre chose, c'est que tu disais, Clara, que finalement tu avais l'impression que toutes ces souffrances te concernaient. Et moi, j'ai l'impression aussi, enfin c'est pas j'ai l'impression, j'ai la certitude, mais je l'ai compris après, quand j'ai accompagné le livre, qui a été plutôt bien reçu, et j'ai fait beaucoup de rencontres justement avec des professionnels du soin, et on me demandait souvent voilà, pourquoi j'avais écrit ce livre. Et à un moment, j'ai compris en fait que je l'avais écrit, que sans doute j'écrivais pour cette raison, à savoir pour être concerné par ce qui ne me concerne pas. Et qu'en fait l'écriture, ça fait 20 ans que j'écris des livres, j'ai mis du temps à comprendre, et au début j'écrivais pas du tout avec ce moteur, mais plus ça va, plus j'écris avec ce moteur-là, de vouloir être concerné par ce qui ne me concerne pas. Et l'écriture me permet cette expérience de l'altérité, cette sortie hors de moi, hors de mon milieu social déjà, qui est un milieu blanc, bourgeois, parisien, milieu dans lequel justement les expériences de l'altérité ne sont pas évidentes, enfin ne viennent pas à vous naturellement. Donc le prétexte de l'écriture me le permet. Donc voilà, en effet, de ressentir que ce qui arrive aux autres, en réalité, me concerne. Et c'est aussi, je fais une toute petite parenthèse, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon dernier livre, qui a suivi à la folie, qui s'appelle Le Témoin, se passe dans un palais de justice. Et c'est un livre aussi dans lequel je pense la question de la responsabilité, de la culpabilité, et du fait que nous sommes tous concernés collectivement par tous les délits qui sont commis, parce que nous sommes tous pris dans cette même société. C'est un livre qui essaye de penser que s'il y a des culpabilités individuelles établies par la justice qui concernent ceux qui sont dans le box des prévenus, en revanche la responsabilité elle est collective, et je suis responsable au même titre que les autres. Donc voilà, je pense qu'on a fait toutes les deux cette expérience d'être concernés par ce qui ne nous concernait pas, alors de manière peut-être plus sensible ou plus intellectuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui nous rapproche aussi, c'est ce désir de vouloir être prise dans des forces, des situations, des émotions qu'on n'aurait pas naturellement, entre guillemets, éprouvé ou rencontré si on était resté finalement dans le sillage de nos existences respectives. Alors, je rebondis parce que j'ai noté cette phrase, être affecté pour pouvoir penser. Pour moi, ça fait le lien avec l'intervention précédente, hein, où M. Dargaud parlait d'alliance. Une alliance, ce serait une altération des identités, et j'ai l'impression qu'on est un peu au cœur de ça. Hein,
après, voilà, d'être traversé et d'être transformé finalement par ce qu'on traverse pour pouvoir aller vers un projet commun. Donc ça fait quand même très le lien, enfin ça fait bien le lien avec l'intervention précédente. Alors je ne sais pas si, je crois que vous aviez déjà des questions à vous poser mutuellement. Déjà, moi, te dire que donc, à la lecture de ton livre, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu, j'ai découvert un univers que je ne connais pas, parce que même si on a fait une immersion chacune, et voilà, le CPP en pédopsychiatrie, quand même très différent de l'hôpital où tu t'es immergée. Donc je suis rentrée là où je n'étais jamais rentrée, et j'ai vraiment ressenti ce que tu décris, c'est-à-dire que au départ, je suis arrivée avec des peurs, je pense, comme on en a tous des représentations, voilà, de ce lieu-là, et tu nous permets en fait de voyager des soignants aux patients en nous faisant, avec la folie au centre, hein, je ne sais pas comment dire ça, et de se poser des questions et de rentrer dans une forme de doute au fur et à mesure. Enfin, c'est-à-dire toutes les peurs qu'on avait qui du coup essayent de s'appuyer sur des certitudes pour rassurer, voilà, s'effacent. Et en même temps, et c'est là que ton livre va peut-être là où mon film ne va pas, tu as ensuite, enfin c'est comme ça que j'ai perçu ton récit, tu as ensuite pu à la fois aller dans le vécu vraiment des patients, ça c'est peut-être quelque chose que la littérature permet, même en documentaire, parfois par rapport à leur histoire, j'ai des questions après, hein, j'ai déjà un retour de mes sensations, ce qui nous permet d'être, c'est très incarné, voilà, c'est pas... et puis ensuite, tu amènes toutes les questions de société, d'histoire, et donc là, ça devient vraiment très documentaire, mais ça s'appuie sur tout ce ressenti que tu as permis. Et en fait, c'est vrai que je suis sortie de ton livre avec plutôt des questions que des réponses, mais des questions que j'aurais peut-être pas su me poser de cette manière-là si tu ne m'avais pas amené par ce chemin-là. Voilà, donc du coup, j'ai une question à poser. C'est comment tu as fait récit de tout ce travail d'immersion et voilà, comment tu as organisé tout ça pour nous faire ce voyage. D'abord, merci pour ta lecture et ton retour. Et d'ailleurs, j'en profite pour apporter un troisième élément, parce que tu parlais des doutes et de l'incertitude. Et là aussi, je trouve qu'il y a un autre point commun, justement, entre votre pratique du soin et la pratique créative. C'est précisément de travailler le doute, l'incertitude, de mettre en crise la vérité. Pour moi, écrire, c'est certainement pas établir des certitudes, établir des vérités. J'aime l'idée qu'on sorte de mes livres en étant encore plus perdu que quand on y est rentré. Et qu'on n'ait certainement pas de réponse, mais qu'on ait la sensation d'une confusion encore plus forte, qui est la confusion de la complexité de nos existences. Et ce qui m'a frappé, justement, dans l'immersion, c'est cette mise en crise permanente de la vérité. C'est que jamais rien n'est établi, et ça aussi vous le savez mieux que moi, aucun diagnostic, aucune souffrance, aucune certitude. Voilà, les mots qui désignent les maladies telles que le DSM les listes de manière très morbide, par exemple, sont sans cesse révoqués par la réalité de l'expérience. Et donc je trouve ça très important que, justement, face au discours autoritaire ambiant qui nous impose des vérités, la création les réfute. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Après, comment j'ai procédé, en fait, j'ai passé un an en immersion dans ce service et pendant lequel j'ai pris évidemment beaucoup de notes sans protocole établi, c'est-à-dire, je pense comme toi, au début on est là, c'est pas vraiment où se mettre, hein, c'est qu'est-ce qu'on est allé foutre, et après on sait pas où se foutre, hein, une fois qu'on y est. Où est-ce que je mets mon corps, à quelle distance je me mets des soignants et évidemment encore plus des patients,
qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je peux aborder les gens comme ça. On est une présence évidemment perturbante, hein. Et d'ailleurs, il y a des soignants qui n'étaient pas ravis de me voir débarquer, qui se sont dit elle va traîner dans nos pattes. De quelles intentions est-elle animée? Est-ce qu'elle ne va pas justement chercher le sensationnalisme, critiquer nos pratiques? Bon, donc il fallait d'abord faire accepter nos présences, rassurer sur nos intentions bienveillantes, enfin surtout sur l'absence d'intention, à part vouloir être là et être affecté justement, et d'expliquer qu'on n'est pas là en tant que journaliste mais écrivain, que c'est pas le même métier et pas les mêmes intentions. Et que je ne s'agissait pas justement de faire du sensationnalisme et de dénoncer la contention, même si je la dénonce par ailleurs. Mais, voilà, donc au début, c'est être là, trouver sa place, et donc prendre le temps, et petit à petit nouer des relations avec les uns et les autres, identifier ceux avec qui on peut nouer des relations et ceux avec qui ça ne fonctionnera pas. Et puis habituer le service à notre présence. Et donc voilà, c'est une année où j'étais là de manière ritualisée. Il y avait cette idée du mercredi où aussi beaucoup de patients qui évidemment s'ennuyaient énormément, hein, parce que comme voilà, manque de personnel, manque de moyens, donc très peu de temps pour la parole, pour l'échange. Et moi, j'étais cette personne qui, le mercredi, n'avait rien d'autre à faire que d'être là et parler avec eux, finalement. Donc, et parfois même sortir avec eux, fumer la clope dans le jardin parce qu'il n'y avait pas de soignants disponibles. Enfin, donc, moi-même, j'éprouvais des... Enfin, je faisais, je crois que vous appelez des glissements de tâches. Je me sentais... voilà, du coup, je me retrouvais à surveiller la pause clope. Bon, donc, je vivais avec eux. Alors, il y avait petit à petit s'est mis en place de procédures, je pourrais dire, de protocoles. Il y avait des entretiens individuels dans un bureau qui m'était dédié avec ceux qui avaient envie de me parler. Donc, j'avais plusieurs heures dans la journée où j'étais dans ce petit bureau, puis patients ou soignants venaient toquer, puis voilà, pour des entretiens. J'assistais aussi, quand j'avais l'accord des patients, évidemment, à des entretiens entre les psychiatres, les psychologues et les patients. Et puis il y avait surtout ce qui en fait m'intéressait le plus, l'informel, évidemment. C'est-à-dire on est assis là, en silence, et puis à un moment on se parle, et puis on marche ensemble dans le couloir, et puis on déjeune ensemble, et voilà, et puis le moment de vie, le goûter de Noël, etc. Et donc au bout d'un an de prise de notes, j'ai arrêté l'immersion, alors aussi parce que j'étais moi-même en train de me chroniciser, et je n'arrivais plus à quitter le service, ça devenait problématique en fait. Alors déjà parce qu'il y avait des liens affectifs qui étaient en train de se nouer et qui évidemment me posaient problème. C'est-à-dire que je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne suis pas soignante, je ne suis pas la famille, je ne suis pas visiteuse, je ne suis pas accompagnante, je ne suis pas travailleur social. Je ne suis pas leur amie, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Qu'est-ce que je fais de l'attachement qui était réel et grandissant et qui commençait à m'encombrer et surtout à m'inquiéter parce que j'avais peur aussi qu'il y ait quelque chose de néfaste et je me disais mais comment je vais partir en fait? Comment je décide de partir? Et puis de manière un petit peu mégalomane, en plus je me disais je ne peux pas les laisser tomber, je viens là tous les mercredis, m'attendre. Et donc en fait c'était moi qui avais besoin d'eux et pas du tout l'inverse. On met un peu de temps à le comprendre et puis à un moment je me suis dit il faut couper. Alors tu t'expliqueras toi aussi comment tu as coupé parce que finalement ça pourrait être sans fin. Ce sont des lieux où on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait puisque tout bouge tout le temps, tout se reconfigure tout le temps. Enfin, je veux dire, rien n'est jamais figé. Donc comment est-ce qu'on décide en fait que c'est terminé? Moi, j'ai pu décider parce que j'ai été un peu débordée justement par ces sentiments-là, que je me suis dit, il faut que tu sois, que tu sois un peu volontaire à ce moment-là, un peu discipliné. Donc ça a été assez difficile pour moi de partir, beaucoup plus que pour ceux du service, je pense. Et là, j'ai passé l'année d'après à écrire, à partir de mes notes. Alors j'avais aussi beaucoup lu sur le sujet. J'étais même allée à la librairie de médecine m'acheter le manuel de l'étudiant en psychiatrie pour essayer d'un peu de comprendre de quoi on parlait.
Après, j'ai beaucoup lu, je me suis remise dans Foucault, etc. Enfin, j'ai lu beaucoup pour soutenir un peu l'immersion quand même par un travail intellectuel. Et puis la deuxième année a été consacrée donc à l'écriture, et là j'ai eu beaucoup de mal à démarrer parce que je me demandais vraiment quelle forme lui donner. En effet, je ne voulais pas qu'il y ait de fiction, parce que ça me paraissait presque indécent d'inventer des personnages de fiction, même si il y a un chapitre fictionnel dans le livre, et puis il y a des petits morceaux de fiction, mais j'ai longtemps cherché la forme, et puis finalement je suis retombée sur quelque chose de très simple, mais qui me semblait être ce qu'il y avait de plus naturel, c'est-à-dire de tracer finalement un an de la vie du service à travers des portraits des patients, des soignants, et à travers des situations. Et aussi une espèce de ligne narrative qui permet de voir moi mon évolution. C'est-à-dire au début, je suis complètement à la masse, je ne comprends rien. Enfin, au bout d'un an, je ne comprenais pas davantage, mais je me rendais compte que ne pas comprendre était une force, et pas un problème. Et voilà, donc on me voit aussi évoluer, je me mets aussi un petit peu en scène. Au début, je ne voulais pas du tout dire je, et je ne voulais pas du tout apparaître, et puis je me suis rendu compte que ça n'était pas légitime, parce qu'en fait, ma présence sur la scène était évidemment perturbatrice. C'était pas anodin que je sois là, donc je ne pouvais pas faire comme si j'étais pas là, parce que ça modifiait évidemment ce qui se disait, ce qui se faisait, voilà. Et donc j'ai finalement trouvé cette forme assez simple qui essaye de faire saillir comme ça des gestes, des paroles, des situations, des ambiances, mais aussi des odeurs, des lumières. Et puis comme tu le disais, c'est quand même d'analyser un peu aussi la situation dramatique de la psychiatrie aujourd'hui, la mainmise du pouvoir administratif, de retracer un peu l'histoire de la psychiatrie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais j'aimerais bien justement, avant, moi je voudrais aussi te poser une question très formelle, mais on y viendra après, parce qu'il y a quelque chose de très singulier dans ton film, c'est que, alors je ne sais pas comment tu le décrirais, mais il y a des scènes avec des personnages bricolés, avec des morceaux de jouets, de chutes de matériaux, des espèces de poupées réinventées, qui moi m'ont fait penser aussi à l'art brut, et que j'ai trouvé ça extrêmement fort, parce qu'à la fois, évidemment, tu signifies des non-dits, des souffrances, l'indicible précisément de certaines situations, et de certaines douleurs, et de certaines images mentales, ce qui se passe dans nos crânes. Tu le signifies par ce travail-là de... Je ne trouve pas vraiment les mots, tu le décriras mieux que moi, mais qui ne sont pas du pur documentaire filmé, voilà, qui sont comme des animations, et qui viennent... Et alors, c'est là où le cinéma, tu disais tout à l'heure, la littérature peut permettre, par exemple, un travail théorique que pourrait peut-être pas permettre le cinéma, encore que ça se discute, mais là, ce qui est génial, c'est que la forme cinéma permet de figurer un indicible que les mots ne pourraient pas attraper, parce que moi, j'ai aussi beaucoup buté là-dessus dans l'écriture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dit la souffrance, comment est-ce qu'on emprisonne la souffrance dans des mots, des phrases. Ça, on sent que ça rate tout le temps, on tourne autour. Ce qui est génial, c'est qu'avec l'image, toi, tu as réussi, et puis ce que j'ai trouvé aussi très fort dans ce bricolage-là, c'est que précisément, c'est pour moi le bricolage du soin aussi. C'est que tu bricoles tes images à un moment comme on bricole le soin, avec ce qu'on a sous la main, avec les moyens du bord, avec une matière très, très pauvre, qu'on croit très pauvre, et très artisanale, et qui en fait nous permet enfin d'accéder à des sentiments et à des représentations qu'on ne pensait pas pouvoir toucher. Voilà. Donc, bon là j'ai parlé à ta place sur ton film, mais tu continueras. Mais j'aimerais bien, moi ça m'intéresse aussi que tu parles de la façon dont tu as réussi à décrocher de cette immersion. Alors, je réponds sur décrocher ou je réponds sur l'animation? D'abord décrocher. Décrocher. Ça n'a pas été facile, mais surtout que moi je suis restée accrochée quand même très longtemps. Donc 3 ans et demi sur place. Alors, il y a des étapes. Bon, les 6 premiers mois en synthèse, alors déjà de dire qu'à chaque étape, il n'y a aucun moment où je me suis dit je vais rester tant de temps. Voilà. En fait, je crois que j'ai contourné la question de la durée, parce que j'aurais peut-être eu un peu peur. Donc j'ai préféré y aller et puis on verra bien.
Les réunions de synthèse, il y a eu besoin de 6 mois parce qu'il a eu besoin de ce temps-là, c'est le temps naturel qui a été nécessaire pour qu'on travaille ensemble avec toute l'équipe des soignants. Alors d'abord, parce que de mon côté aussi, il y a eu beaucoup d'inquiétudes chez les soignants qui se demandaient quand même qu'est-ce que c'était que cette histoire qu'on allait mettre une caméra dans le CMPP, à un endroit où, par définition, on ne met pas une caméra, évidemment, sur des espaces de soins, tenus au secret, etc. Ça posait beaucoup de questions éthiques complexes. Et puis, ils ne connaissaient pas, donc il a fallu qu'on apprenne à se connaître. C'est vraiment au bout de 2 mois, quand je leur ai fait un retour de tout ce que j'avais pu sentir dans les réunions de synthèse et de ce que j'avais envie d'en faire, un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une détente, voilà, une tendance à la détente, pas chez tout le monde, mais quand même dans le groupe, on va dire. Et à partir de là, le désir est né. Il a commencé à être partagé, le désir de ce film. Et du coup, on a vraiment pris du temps pour réfléchir, travailler ensemble à comment, est-ce que ce film était possible déjà, et si oui, comment conjuguer le cadre du film, celui du soin, comment faire qu'il se porte, voilà, établir un cadre en fait ensemble qu'il fallait créer, inventer, donc on est complètement dans notre thématique, et quand on est arrivé à quelque chose qui nous paraissait satisfaisant, mais ça a pris du temps, j'ai demandé à pouvoir aller dans les séances, parce que pour moi c'était évidemment une étape indispensable pour pouvoir poursuivre l'écriture de mon film. Et ça, j'ai senti que c'était possible à ce moment-là. Pourquoi 6 mois, je n'en sais rien, ça a été le temps nécessaire. En tout cas, à ce moment-là, ceux parmi les soignants qui se sentaient l'envie de participer à cette aventure, d'accueillir éventuellement ma caméra dans leur séance, et moi avec, bien sûr, ont pensé à des patients. Donc c'est pas moi qui ai pensé aux patients, ce sont les soignants, vraiment avec des questions soignantes en tête. Et ils ont proposé à certains, ceux qui ont accepté d'en savoir plus m'ont reçu une première fois en séance. J'ai expliqué voilà, le projet et je leur ai dit j'ai besoin d'assister à vos séances pour pouvoir poursuivre mon écriture, mais je serai là dans un premier temps en repérage, c'est comme ça que nous on dit, en simple témoin, c'est-à-dire je n'aurai ni caméra, ni micro, et ce qui va se passer là ne sortira pas de ce qui se passe ici, donc ça sera complètement identique au cadre du soin, sauf que je serai là en tant que tiers dans la séance, et ça ne vous engage pas à être filmé. Et là je ne savais pas non plus pour combien de temps je partais, donc je suis restée 18 mois. Pourquoi 18 mois? Parce qu'au bout de 18 mois, j'ai senti sûrement, pour moi aussi, une maturité dans l'écriture du film. Une étape qui était arrivée à son terme et qui nécessitait de passer à l'étape suivante, celle de tourner. Alors comme toi, je prenais beaucoup de notes. Enfin voilà, il y a eu tout un travail comme ça. J'ai même fait un travail qui ne se fait pas du tout habituellement, mais qui m'a été nécessaire parce que moi, je pense beaucoup à la question du récit en amont. Je ne fais pas partie des documentaristes qui arrivent en montage avec des heures et des heures de rush et qui se disent « Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est vraiment pas possible. Donc, à partir de mes notes, j'ai écrit, en fait. J'ai écrit un peu comme un scénario, alors pas de malentendu, pas le scénario du film que vous avez vu pour ceux qui l'ont vu, ou qu'on allait voir, mais un scénario qui m'a permis, à partir de ce que j'avais observé, de mettre en récit toutes ces séances, de faire le collier, en fait, à partir de toutes les perles que constituait la matière qui allait être, pour moi, la matière de mon film, même si ça n'était pas les mêmes patients, même s'il n'allait pas se passer la même chose, ça m'a permis, voilà, d'éprouver ça aussi, d'éprouver le récit. Et donc, ça, je l'ai fait pendant ce temps de repérage. Et donc, certainement, ça m'a sûrement aidé aussi à maturer quelque chose qui fait que, au bout de 18 mois, j'ai commencé à dire on pourrait passer au tournage si vous le souhaitez. Voilà. Bon, il y a très très peu de... Oui. Oui, de documentaires. Ah, d'accord. Ah bon, merci. J'ai perdu mon fil. Oui, c'est ça. Et alors, donc, bon, là, il y a très peu de patients qui
n'ont pas souhaité poursuivre, 2 ou 3 peut-être. Mais j'ai pas commencé à tourner partout en même temps, ça s'est fait voilà, de façon progressive. Et le premier endroit où j'ai tourné, c'est le groupe d'étudiants, pour ceux qui ont vu le film. Donc Claude Bernard est un CMPP, mais c'est aussi un BAPU, Bureau d'aide psychologique universitaire, donc il reçoit des étudiants. Et il y a un groupe de parole d'étudiants qui est très important dans le film et qui jalonne le film. Donc c'est un groupe ouvert pour le coup, hein, où on peut, quand un membre du groupe s'en va, il y a une place qui se libère et quelqu'un d'autre peut rentrer. Donc c'est un groupe qui tournait depuis des années. Mais il est vrai qu'au moment où je suis arrivée, ça faisait longtemps que les étudiants qu'on voit dans le film étaient là et finalement ne partaient pas. Donc le groupe restait un peu identique. Moi je suis arrivée avec eux, ça fait partie des séances de soins qui m'ont beaucoup marquée. Pourquoi je détaille par rapport à ça? Parce qu'ensuite, bien sûr, j'ai commencé à assister au travail de tous les autres. Mais en fait, au bout de 15 mois, pour répondre à la question initiale, pourquoi et comment, eh bien, ils allaient tous partir dans le groupe d'étudiants. J'y ai pensé après, hein, c'était pas du tout conscient. En fait, on est tous partis en même temps. Donc voilà, ça m'a sûrement aidé à mettre un terme au tournage. Bon, j'avais bien sûr aussi en tête la question des heures de rush qui s'accumulent, parce que quand on fait un film, il y a cette question-là. Hein. Ensuite, il y a tout le travail en montage, et à un moment donné, trop tourner n'a pas non plus d'intérêt, on se perd et on risque de ne jamais se retrouver dans tout ça. Donc je savais de toute façon que j'approchais de la fin, mais peut-être que la vraie fin, pour moi, ça a été celle-là. Et bien sûr, on l'a anticipé, préparé, beaucoup travaillé avec les patients pour que ça soit travaillé. Et ça a été très difficile aussi pour moi de décrocher, mais je suis partie sans être vraiment partie, mais toi aussi peut-être, hein, parce que quelque part, avec toutes les images qui étaient là, moi j'ai continué en fait à être avec eux, et voilà. Et puis après, je suis revenue avec le film, et puis finalement, je suis jamais vraiment partie, parce que je suis vraiment restée très en lien avec toute l'équipe. Et j'ai eu le bonheur de retrouver des patients dans les salles de cinéma, voilà, du film, et du coup, de pouvoir avoir un autre lien avec eux, parce que c'est vrai que, alors, moi, pendant mon immersion, elle se passait dans les séances, et en dehors des séances, je n'étais jamais avec les patients. C'est-à-dire que vraiment, ma relation à eux était la même que celle, se passait à l'intérieur de l'espace de soins. Donc elle était très silencieuse, elle était plutôt non-verbale, et donc voilà, il y a eu une étape après. J'aimerais bien que tu parles maintenant de la partie animation, et voilà, de ce que la puissance de l'imagination, est-ce que tu as imaginé quand même ce procédé, la puissance des images vient justement compenser d'indicibles, enfin d'impossible à dire par des mots ou par des images documentaires classiques? Alors, les animations, la nécessité qu'elles existent, en fait, cette certitude est venue très tôt, quand j'étais justement dans les réunions de synthèse, parce que j'ai très vite pris la mesure de la place de l'imaginaire, en fait, dans le travail de soins. Voilà, de l'aller-retour permanent entre le réel et l'imaginaire, qui pour moi ne pouvait pas ne pas être traité dans le film, elle était centrale, en fait. Or, en documentaire, on travaille le réel, beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler la dimension imaginaire dans le documentaire, hein, je ne veux pas être radicale, mais on le peut jusqu'à un certain point. Là, je sentais que j'allais me heurter aux contraintes de ma matière et que je ne pourrais peut-être pas aller jusqu'où j'avais besoin d'aller. Donc, je cherchais une réponse cinématographique pour pouvoir traiter de cette interpénétration permanente du réel et de l'imaginaire. Toujours avec mon groupe d'étudiants. Alors, un soir, alors non, il y a une autre étape avant. En fait, j'ai posé un jour une question aux soignants. Je leur ai demandé pourquoi les salles de consultation étaient si peu décorées. Ils m'ont dit c'est très important pour nous que les patients puissent projeter leur imaginaire sur les murs. Donc évidemment, ça m'a parlé. En termes de cinéma, ça m'a vaguement rappelé quelque chose. Ça m'a certainement autorisé aussi à quelque chose qui fait que lorsque j'ai commencé à assister au groupe d'étudiants, étant donné que ces étudiants, c'est tard le soir, la séance, et ça m'a permis de me retrouver dans l'institution le soir, la nuit.
Donc la nuit est tombée, il n'y a plus personne à l'accueil, il faut fermer en bas, se passer les clés, il y a quelque chose d'un peu inquiétant comme ça. Voilà. Et en fait, juste après le groupe, la soignante avec qui j'étais était en train de fermer, j'étais dans le noir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr, mais il faut réveiller les traces de tout ce qui a été déposé là, voilà, depuis 1946 quand même, hein, parce que c'est le premier CMPP créé. Et là j'ai libéré mon imaginaire et je me suis aussi autorisée à prendre ma place dans le jeu, parce que quand même tout le monde s'amuse dans un CMPP, hein, donc moi aussi. Voilà. Et donc, alors il y avait cet aspect-là, et puis il y avait aussi le fait que cette longue immersion m'a permis d'apprendre à écouter peut-être un peu différemment ce qui se passait en séance. Et je sentais en fait le monde interne des enfants, et je savais pas, je cherchais comment le traduire en fait, comment en parler, et il m'aurait paru pour le coup très intrusif de m'accrocher à un aspect documentaire, voilà, pour ça. Et donc à travers ces animations, j'ai pu en parler sans parler de l'un ou l'autre, voilà, directement, aussi dans ce qu'il peut y avoir de commun dans tous ces mouvements, en fait, internes. Alors, je terminerai juste pour dire que, évidemment, comme je souhaitais travailler cette interprétation du réel et de l'imaginaire, il y avait un risque que les deux matières soient clivées, c'est-à-dire la partie documentaire et la partie animée. Pour éviter ça, j'ai décidé de tourner d'abord toute la partie documentaire, tout dérocher, tout monter, donc là on en est déjà à 4 ans de travail, voilà, d'interrompre le montage en laissant aux endroits où il me semblait pertinent qu'elles soient des espaces pour ces séquences. Donc à ce moment-là, la partie documentaire, on était à la version quasi définitive que vous pouvez voir en salle aujourd'hui, mais ça m'a permis de les écrire en puisant dans la séquence d'avant, dans la séquence d'après, voilà, jouer un décor, un événement, quelque chose du réel, qui tout d'un coup allait passer du jour dans la nuit, se transformer, repasser dans le jour, et en fait faire lien. Et donc ça me permettait aussi de travailler toute cette question très importante dans le soin, des transformations, des traces, enfin, et donc voilà. Merci. Alors ça ouvre plein de questions, hein. La question de la séparation, est-ce que ça a été travaillé avec l'équipe? La question du dedans, du dehors, quelqu'un de l'extérieur qui rentre, est-ce que ça a été aussi l'occasion de transformer de soigner? On va laisser peut-être la place à la salle pour des échanges et des questions. Merci beaucoup déjà. Bonjour, merci de mettre en lumière les histoires de vie. Ça me renvoie à plein d'endroits aussi où on parle du vécu des patients. J'ai mon t-shirt Radio Pimpon, par exemple, dans les Deux-Sèvres, qui est passé à la télévision récemment au mois de janvier. C'est encore diffusable sur la télé, où justement des documentaires sont venus en immersion pendant 1 an aussi, 1 semaine par mois, pour filmer au plus près des patients, avec leur accord, avec leur récit. Donc c'est à voir à la télé, si vous pouvez les regarder, c'est intéressant. Voilà, peut-être que vous avez les connus. Il y a aussi dans les Deux-Sèvres un photographe qui est venu en immersion aussi pendant la période de Covid en plus, photographier les patients. En fin de compte, ça s'est monté avec... c'est les patients qui ont choisi le photographe, il y a eu un appel d'offres pour que les photographes viennent proposer leur idée. Et il y a Frédéric Stussin qui a été choisi et qui a fait une exposition dans les Deux-Sèvres, à la Villa Perrochon. Ça s'appelle Les Interstices. Et en ce moment, elle est sur Carcassonne jusqu'à la fin du mois de juin. Je fais de la publicité, on voit les filles. Non, mais c'est pour mettre... vous
parliez de mettre en récit, et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, je pense, travailler la culture qui met en lumière les récits, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec le théâtre. C'est vraiment ça qui peut faire changer les choses, montrer aux gens, aux citoyens, que la psychiatrie, ce n'est pas un endroit à bannir, ce n'est pas que de la barbarie, ce n'est pas que de la contention, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la vie. Et voilà, et j'en profite pour faire ma propre pub. Je suis une infirmière psy qui fait du soin avec le clown. Je suis infirmière de nuit qui revit la vie en faisant un atelier clown avec l'apport culturel d'une compagnie des Matapès. Voilà, donc je pense qu'il faut survivre et il faut revivre et mettre en récit, c'est très important. Donner à voir et écrire ensemble aussi. Oui, C'était juste 8 secondes pour vous signaler que sur le blog du Printemps de la psychiatrie, parmi les articles très récemment postés, vous retrouvez la bibliographie qui vous est remise dans les pochettes et également quelques liens qui sont ajoutés. On peut toujours en ajouter plein d'autres, mais où on a mis Radio Pimpon, pour qu'on puisse, ce qu'on a découvert et bien aimé ces reportages, et également un film d'Olivier Wall, qui est aussi un peu dans le sujet, qui a été tourné. Oui, c'est un film du cinéaste Olivier Wall, W-A-H-L, qui s'appelle Les CMPP et demain, point d'interrogation. C'est un film qui a été tourné au Sénat, une matinée de colloque en automne 2022. Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, était à l'initiative a bien voulu accepter, suite à l'invitation de Anna Conrad, médecin au CMPP de Pantin, et également Louis Ciara, d'autres personnes. Laurence Cohen, sénatrice PCF du Val-de-Marne, qui a elle-même été orthophoniste dans sa vie, avant d'être sénatrice, quand elle était plus jeune. C'est un film qui est donc sur le blog du Printemps de la psychiatrie. Vous pouvez cliquer sur le lien. C'est formidable parce qu'il y a une dimension politique très forte, ce qui n'enlève rien à la qualité de ton film, Clara. Bien sûr, c'est un autre aspect. Il y a des témoignages de mères de famille. Peut-être qu'il faudrait passer au voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question et une réflexion, je ne sais pas. Ça m'est venu là, en vous écoutant là, depuis ce matin. J'ai lu récemment votre livre de Sorman, Le Témoin. Et j'ai été frappée donc, par le thème de l'enfermement et surtout le personnage de Barthes, qui, je vous ai entendu après, bien sûr, qui fait référence au livre de Melville, Bartebaille. Et je faisais le lien avec son positionnement à lui dans nos pratiques à nous, dans le sens où il se retire, il se désengage, et donc la phrase « je ne préférerais ne pas ». Je voulais en parler un peu là, mais je pense qu'il est parti. Comment faire ce lien avec nos pratiques pour résister et ne pas s'engager tout en étant là. Parce que je trouve que ce personnage fait vraiment écho à nous, notre position éthique dans les institutions. Voilà, donc c'était aussi une question. Oui, je vais dire deux mots. En effet, mon personnage de Barthes, qui est témoin du spectacle judiciaire, est inspiré donc directement du Bartleby de Melville. Et je suis travaillée depuis longtemps par cette fameuse formule « je préférais ne pas », qui me semble en effet extrêmement d'actualité. Melville a écrit ce personnage à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui ça me semble être
très pertinent. Ce je préférais ne pas, en effet, comme vous dites, une espèce de position de présence-absence, d'insistance et de retrait, de révolte et de silence. Il se tient sur cette ligne de crête où il dit non à la violence et à l'aberration du monde, mais sans aller à l'affrontement. Et finalement, il incarne peut-être cette conscience, alors ça se discute et c'est assez triste, cette conscience que l'affrontement ne mène à rien. On ne gagne pas dans l'affrontement, on ne gagne pas dans la guerre frontale, on ne gagne pas dans le combat frontal. Les autres sont toujours plus forts. Le pouvoir administratif est souvent plus fort que le pouvoir de l'humain. Et donc, Bartleby, il propose autre chose, c'est-à-dire de se mettre un tout petit peu sur le côté, une espèce de sédition silencieuse. C'est une manière de dire, je suis là, je vois ce que vous faites, je vous observe, je n'en pense pas moins. Je n'irai pas vous affronter directement, mais je bricolerai dans mon coin, j'inventerai des solutions silencieuses en étant le plus discret possible. Et je ne veux même pas discuter avec vous, parce qu'en fait, Barthes, avec son « je préférais ne pas », il dit je ne préfère même pas parler avec vous, je ne préfère pas parler de la pertinence de vos process économiques, financiers, administratifs, législatifs. Ce n'est même pas la peine de discuter, il n'y aura pas de terrain d'entente possible et vous ne me ferez pas croire qu'il y a une vertu ou une efficacité à vos modes de faire. Donc je préfère ne pas parler. Il n'y a plus de débat possible d'une certaine façon. J'abandonne, mais cet abandon n'est pas une défaite. C'est une manière beaucoup plus modeste, minuscule, minoritaire, finalement, de marquer sa réprobation. Et je pense que dans le militantisme aujourd'hui en général, que ce soit celui du printemps de la psychiatrie, que ce soit celui de mouvements écologistes, de mouvements de défense des migrants, j'ai l'impression que ça commence à diffuser avec l'idée, tout à l'heure on parlait du local, l'idée que justement, face au global, nous on fait du local et on ne discute plus avec le global. Voilà. Mais c'est une réponse qui est aussi littéraire. Voilà. Comment? Voilà. Exactement. Merci pour vos interventions. Je me base sur une récente atelier d'écriture qui a eu lieu dans mon service, qui a été animé par l'écrivain Yahya Belaskri, auprès d'un groupe d'adolescents. Et on a pu voir comment ces pratiques artistiques animées par un artiste intervenant extérieur transformaient le regard de l'institution sur elle-même, le rapport de l'institution avec elle-même, comment elle transformait aussi les patients, notamment certains patients, tous d'ailleurs, l'ensemble, ont dit des choses qu'ils n'avaient jamais dit en thérapie, dans les groupes thérapeutiques, et notamment un autiste qui a développé son espace psychique comme un lieu, à la manière dont Henri Michaud pourrait le faire. Et comment... enfin voilà, il y a réellement des transformations qui s'opèrent par la présence d'un artiste intervenant extérieur. Et alors je voudrais vous demander, et vous, est-ce que ça vous a transformé et comment? Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question et puis vous répondez? Oui, Aurore Gribaud, je travaille à l'hôpital de Neuvillars, près de Besançon. C'est pas une question, en fait, je voulais partager un témoignage à partir de ce que vous avez dit, Joyce Orman, quand vous avez répondu à la question de qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas. En fait, ça fait une petite quinzaine d'années que je travaille à l'hôpital. Après divers remplacements, je me suis retrouvée en CMP et depuis quelques mois, je travaille dans un service d'admission banal, moderne. Pas par punition, mais parce que j'ai voulu aller y travailler. Dans des conditions idéales, puisque j'ai un temps de 20% de psychologue dans un service fermé, avec des gens qui viennent hospitaliser sous contrainte. Et en vous écoutant, en fait,
j'ai réalisé, j'avais envie de partager avec vous, que si j'ai eu tant envie d'aller travailler là-bas, c'est parce qu'il y a là-bas des hommes et des femmes avec lesquels j'avais envie de passer du temps, avec lesquels j'avais envie de travailler, pour lesquels je suis prête à remuer ciel et terre pour convaincre même les psychiatres les moins acquis à la cause de l'importance d'aller faire une sortie ciné, pour aller voir le film Les Heures Heureuses de Martine Daire, où on arrive à mettre en place des réunions soignants-soignés. Et comme je suis très ambitieuse, en fait, je me dis que finalement le travail, c'est pas tant avec... Le travail le plus dur, c'est pas tant avec les patients, c'est avec les soignants. C'est peut-être le travail de réhumaniser, en fait, les soignants. C'est peut-être ça, repolitiser les soignants, ce serait réhumaniser, arrêter de croire que parce qu'on serait du bon côté, parce qu'on a la blouse, on est des surhommes ou des surfemmes, ce que tendraient à nous faire croire tous les protocoles déshumanisants. Et d'ailleurs, quand on rentre dans un service d'admission et qu'on voit l'espèce d'aquarium avec des gens habillés tous pareils, qui sourient pas, qui sont derrière des ordinateurs à cocher des cases, on peut se demander quel est le bon côté. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport à je préférerais ne pas. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Parce que vous dites qu'il ne faut pas les affronter directement, que les pouvoirs administratifs sont toujours trop puissants. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que vous dites. Et que du coup, il ne faut pas aller sur le global, il faut rester sur le local. Est-ce que ça veut dire que définitivement, on leur laisse le pouvoir, que c'est eux qui vont continuer à gérer tout ça, et que nous, on bricole des petits trucs à côté sur le terrain, mais qu'on renonce complètement à remettre en question ça, et c'est eux, avec leur grosse machine, qui vont continuer à avancer et à broyer le système psychiatrique. Merci pour je vais juste répondre 2 secondes. D'abord, je ne me permettrai pas de vous dire comment combattre, parce que je suis très mal placée pour ça. C'est pour ça que je précisais à la fin de l'intervention que la réponse que je donnais est une figure purement littéraire, purement poétique, purement métaphorique, et que donc c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, évidemment, et c'est pas moi qui... Même si je n'ai aucune leçon à vous donner, je ne vais certainement pas vous dire qu'il ne faut pas combattre ce pouvoir-là. Je suis évidemment de votre côté. Mais c'était plutôt, si vous voulez, la réponse de la fiction, de la création, qui permet juste de regarder les choses autrement, de penser des choses autrement, mais qui ne donnent pas des pistes pour agir. Et donc, ce je préférais ne pas, c'est juste se dire qu'on peut agir dans le minoritaire, et qu'on peut agir hors du combat frontal. C'est une piste parmi d'autres, mais mon discours n'était absolument pas politique, il était vraiment poétique, et donc il ne sert qu'à vous inspirer, mais voilà, ça ne donne pas des pistes d'action directes. Malheureusement, je ne suis pas légitime et compétente pour ça, quoi. On va prendre une dernière intervention avant de passer la parole à Tolten. Quelques annonces, puis la pause... Moi, je suis désolée, je cut comme ça. Je voulais juste dire un truc par rapport à Bartholbaï, c'est qu'on oublie souvent qu'il meurt à la fin de l'histoire, Bartholbaï. Voilà. Et que, effectivement, le bien de le rappeler. Ouais, le retrait, ça a des limites, effectivement, et du coup, je voulais aller dans le sens de monsieur. Mais je suis aussi pour la poésie, évidemment. On s'arrête là. Comment ? Bon, très rapidement, peut-être répondre à la question qui a été... Alors, juste, elle vous répondre à la question d'avant et on va s'arrêter là. Hein, voilà, merci.
Donc la question, en quoi ça nous a transformés? Voilà, on n'a pas répondu, elle a été posée tout à l'heure. De toute façon, ça va être court parce que c'est très difficile de répondre à cette question. En tout, voilà, en tout. Je dirais que la dimension personnelle, professionnelle, citoyenne, tout ça c'est poreux, hein. Les frontières sont poreuses. Moi ça m'aide à vivre déjà, ça a changé mon regard sur le monde, mon rapport à l'autre. Et puis peut-être ici, il y a lieu de dire ça, ça m'a permis aussi de m'engager de façon plus consciente, d'être là et de pouvoir poursuivre dans ce que je portais naturellement, mais peut-être de manière plus réfléchie, voilà, et plus consciente et plus sentie. Oui, non, un petit mot pour souligner quand même quelque chose. C'est ce qui est très important dans tout ce que vous avez raconté, c'est qu'au fond, quand on écoute les uns les autres dans la salle, on entend que vous y allez de votre subjectivité, de votre implication. Ça, c'est un point très important, puisque c'est ce qui permet, comme à l'échelle d'une institution, d'avoir comme ça cette capacité de résister et de créer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on donne beaucoup de crédit. Finalement, vous êtes dans des professions qui vous ont amené à travailler sur cette question de la souffrance psychique, l'état de la psychiatrie, etc. Tout le monde constate qu'il y a une déshumanisation exponentielle. Mais du coup, on voit bien dans le propos par rapport à ce qu'a dit M. Dardot, on voit bien quand même que résister et créer dans les institutions et dans les marges, c'est une façon pour vous d'être dans les marges, mais qui permet, par des positions de tiers, peut-être d'entendre à des cliniciens, à des professionnels, justement, de rester réveillés sur ces questions. Ça, c'est le point essentiel. Mais imaginez qu'un clinicien vienne raconter quelque chose de la clinique ce matin pour dire un peu qu'est-ce qui fait division dans la façon d'entendre la clinique. Moi, ce que je dis par là, c'est qu'il y a une responsabilité colossale des professionnels à maintenir quelque chose de la clinique où le sujet, l'inconscient, le lien social est au plus vif. Si on ne maintient pas ce cap, on est foutu. Et qui, je veux dire, je pense aux institutions officielles, les associations plus ou moins corporatistes qui ont la parole et qui permettent de parler au pouvoir public. Eux-mêmes sont travaillés par ces questions, mais en même temps, eux-mêmes, ça les rigidifie dans leur position parce qu'il faut faire tractation. Je pense à une institution en particulier, mais à d'autres, que ce soit, d'ailleurs, je vais les citer, l'API, la FDCMPP, j'en fais partie de la FDCMPP, mais pour autant, cette parole de subversion, dans quelle mesure peut-elle être entendue et dans quelle mesure peut-elle être maintenue? Et toute la difficulté, c'est justement de rendre compte d'expériences locales qui permettent de garder cette vivacité, mais pour que ce soit entendu au niveau des pouvoirs publics. Et pour que ce soit entendu, on a affaire à une idéologie qui est vraiment extrêmement forte et qui nous bousille et qui fait qu'on est rassemblés ce matin en se disant mais il y a des gens on est dans des dispositions où c'est tellement fragmenté. Comment arriver à synthétiser quelque chose et à dégager une force, peut-être dans une certaine alternativité, à condition de garder de la disparité dans cette alternativité. Il y a vraiment des voleurs de micro dans la salle, hein, parce qu'il y a un numéro de téléphone dessus. Alors, passer 5 ans pour un film d'1h30 en CMPP, on peut se demander, Clara Boufarti, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est vraiment pas rentable hein, comme projet. Hein. Plus personne ne passe ça, tout ce temps-là dans un lieu de soins, hein, ni les patients, ni même les soignants. Hein. Alors Clara, en faisant ce film Louis et tu, a préféré ressentir avant de comprendre. Alors dans comprendre, il y a apprendre évidemment, et il y a con, hein, bah oui. Alors Joyce Orman nous dit aussi qu'est-ce qu'elle a foutu. Hein. Elle a pris à rebours le temps social, elle s'est immergée, elle a pris le temps, elle a été patiente. La création, la littérature est une sortie hors de la norme. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que le livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, c'est de la littérature, tandis que la réponse de Martin Hirsch, Comment j'ai tué son père, c'est pas de la littérature. Bon alors, c'est juste un moyen de s'affranchir en fait de toute responsabilité finalement. Voilà. Pour écrire, il faut dégonder la parole et pas juste dévergonder ni la dégrader.
Il faut pouvoir être concerné par ce qui ne nous concerne pas, sortir du sillage de nos existences respectives, être affecté pour pouvoir penser, affronter la réalité, réaliser qu'on fait partie d'une même humanité, qu'on partage tous les mêmes angoisses de vivre, patients, soignants, DRH, ah non, pas les DRH, unissons-nous contre la vie chère. Ah non, c'est... Non, pardon. Ok. Alors, mesdames Pauline Lemaître et Cécile Nefati sont vraiment des psychologues. Parce qu'elles ne bossent pas, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne posent même pas les questions, hein. Elles délèguent, elles demandent à Clara Bouffartig et à Joyce Orman de se questionner entre elles. Ça s'appelle comment ça déjà? C'est la délégation de service public. Alors Joyce Orman explique qu'elle ne cherche pas le sensationnalisme. Alors c'est pas Sophie Robert. Bon, désolé, je balance, moi je suis un gros rebelle. Hein. Alors si vous avez filmé la séquence, surtout coupez-la au montage, hein, parce que j'ai pas envie de me faire un procès. Voilà. Madame Sorman nous dit qu'au bout d'un moment, elle a commencé à s'attacher aux patients et que ça a posé problème. Évidemment, le problème, c'est quand on commence à coucher avec les gens, là ça fout le bordel. Joyce Orman a passé une année en immersion, puis elle a commencé à lire Foucault, Manuel de la psychiatrie et même La psychiatrie pour les nuls. Hein. Vous savez, c'est ce petit bouquin qui donne à lire à l'école de Reims, l'école des directeurs, cette école qui ferme les cadres dirigeants de l'hôpital, des industries sidérurgiques ou des écoles de commerce, parce que finalement c'est presque le même boulot. On jugule les déficits et on gère les flux. Bon bref, Joyce Orman a commencé à lire. Alors je ne sais pas si vous avez pu lire ce bouquin là, comment ça s'appelle Ah oui, à la folie. Ah non, on me dit que c'est vous qui l'avez écrit. Mais est-ce que vous avez tout lu du coup? Alors, Clara Bouffartig nous dit que Claude Bernard s'est battu. Elle a eu du mal à quitter le CMPP, hein. Le CMPP Claude Bernard. Du coup, elle est partie au moment où tout le monde est parti, hein, c'est-à-dire au moment où le CMPP a été fermé. Alors finalement, Clara et Joy se sont posé la question de la séparation et donc de la question de l'attachement et donc la question de la contention. Alors, une dame parle de Radio Pimpon. Elle fait de la publicité, elle dit qu'il faut mettre en récit, dire que la psychiatrie n'est pas que de la barbarie, en fait. Hein, et nous avons à faire face à un combat culturel, d'ailleurs. Alors moi, j'en profite aussi pour faire un petit peu de publicité pour mon bouquin qui s'appelle Les mots et les phrases et autres nouvelles de soins que j'ai sous le manteau. Non, sous le mental, non, pardon. Sous le manteau, voilà. Voilà, ne n'hésitez pas à venir me voir, j'en ai quelques exemplaires ici. Et puis, finalement, il y avait la question de la position de Bartleby. Alors, est-ce que c'est une position de soignant, hein, bon, il faut dire quand même que c'est un personnage qui a fini en prison, hein, dans le monde. Bon, alors tant pis, alors il y a cette question, je préférerais ne pas pratiquer la contention, je préférerais ne pas attacher, je préférerais ne pas rendre de rapport ou de bilan, je préférerais ne pas passer d'évaluation, de certification, je préférerais ne pas contraindre, je préférerais ne pas être contraint à faire ce que je ne veux pas faire, je préférerais ne pas parler de vos process, de vos politiques mortifères, je préférerais arrêter, je préférerais faire le premier pas, non pas le premier mais l'avant, le juste instant d'avant, avant l'instant, la prise de décision, la vision, le basculement, le bousculement, l'instant avant l'instant, la stance, le moment de l'engagement, le stop, le ça suffit, le moment où les larmes de colère sont ravalées, le moment où la mâchoire s'est serrée, où on s'est arrêté de parler, l'exact instant où on a accédé à la compréhension, la révélation que parler ça ne sert à rien, qu'il n'y a plus rien à argumenter parce que leur langue est sale, leur langue est bavardage, leur langue est vanité, leur langue est désamorcée, leur langue est évitée, des affects, les affects qui ont été arrachés du cœur et du ventre parce que leur langue est à vendre. Non, leur langue est déjà vendue. Rien ne sert de parler cette langue-là, cette langue maladie, cette langue poison, cette langue expertise, cette langue boisson qui enivre et qui fait perdre la raison, cette langue qui fait perdre ce qu'on veut dire, ce qu'on a à dire, ce qu'on doit dire, parce que le monde n'existe que pour être dit. Nous n'existons que pour dire le monde qui doit être dit, pour mettre du sens et de la chair sur l'os et le vif du réel. Merci.